Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lemme 1. L'abolition ou l'émancipation générale des esclaves dans les colonies françaises s'annonce 2 fois, à une cinquantaine d'années d'intervalle. Le 4 février 1794 par le décret du 16 Pluviose en 2 pris par la Convention nationale. Le 25 février 1848 par le gouvernement provisoire de la Deuxième République. J'utilise ici les termes d'abolition ou celui d'émancipation que retient la Vulgate. Historiquement parlant, je préfère me référer au processus de destruction du système esclavagiste, un concept plus scientifique que j'ai forgé depuis des décennies. Ce concept prend en compte le soulèvement des nègres de la plaine du nord de la colonie française de Saint-Domingue, le 22 au 23 août 1791. C'est le début d'un processus de destruction qui se déploie sur tout l'espace des Caraïbes dès la fin du XVIIIe siècle, et qui recouvre le XIXe siècle. C'est ce processus général valable, répétons-le, pour tout l'espace des Caraïbes Amériques, y compris les États-Unis, le Brésil, le Pérou et l'Argentine, que j'ai étudié dans ma thèse de doctorat d'État de 1991. Le feu de cette destruction s'est répandu immédiatement, après la création d'Haïti, dans les possessions espagnoles sous les pas de Miranda et de Bolivar, sauf dans les îles de Cuba, Puerto Rico, Trinidad. La República Dominicana reste un cas singulier, indissociable de sa voisine, la République d'Haïti. Observons que jusqu'en 1830, les colonies qui veulent briser leurs relations avec leurs tuteurs et devenir indépendantes doivent s'investir dans une guerre coloniale. 3 guerres coloniales ont concerné les Caraïbes: la guerre d'indépendance des États-Unis, la guerre d'indépendance d'Haïti et la guerre d'indépendance des républiques ibéro-américaines. 3 guerres coloniales perdues par les puissances européennes: Angleterre, France et Espagne. Une 4e guerre coloniale opposera Cuba à l'Espagne en 1895 à 1898 et se terminera par la défaite de la royauté péninsulaire. La guerre hispano-américaine de 1898, qui verra l'effondrement complet de l'Espagne, n'aura été qu'une phase terminale du conflit précédent, la guerre de 1895 à 1898. Une séquence de guerres que les historiens ont pris la fâcheuse habitude de détacher du contexte de guerre hispano-cubaine. Tout change dans la décennie 1830 à 1840, quand la Grande-Bretagne, la première puissance mondiale depuis la fin de la guerre de 7 ans, ayant brisé en 1818 la dernière résistance indienne, celle de la Confédération Maratha, établit un système colonial en Inde qui dure jusqu'en 1948. Un énorme volant de main-d'œuvre, quasiment inépuisable, permet à l'Angleterre de fournir des milliers d'engagés asiatiques, Inde, Chine et Japon, transportés vers les colonies des Caraïbes pour remplacer les nègres esclaves devenus des individus menaçants trop encombrants. Les nègres esclaves des colonies européennes, à l'image de ceux de Saint-Domingue, constituent des foyers de mécontentement que les colons craignent car ils ne parviennent pas à les contrôler, à les maîtriser. L'exemple anglais est contagieux. Il signale aux autres puissances possédant des colonies et des esclaves le chemin à suivre pour se débarrasser de ces inquiétants personnages que sont devenus les esclaves. Ou du moins comme ils apparaissent aux yeux des colons depuis les luttes sanglantes de Saint-Domingue et la guerre livrée par la France, la première guerre coloniale que perdra la République en 1803, bien avant la guerre d'Indochine et Dien Bien Phu en 1954 et la guerre d'Algérie en 1962. La Grande-Bretagne a libéré les esclaves de ses colonies en 1833, suivie par le Danemark, la Suède, la France en 1848 et les Pays-Bas. Dans cet ouvrage, seule la France entre en ligne pour abolir l'esclavage en 1848. Notre objectif vise à expliquer comment s'est déroulée cette période d'abolition ou d'émancipation générale dans les colonies françaises concernées. Chaque colonie, que ce soit Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Sénégal, Mayotte, Madagascar, a sa date particulière d'abolition, ses traditions, sa mémoire, ses détails et ses personnages. Mon propos d'historien n'est pas de reprendre tous ces détails comme le voulait RANKE, mais de montrer au lecteur comment a fonctionné le système colonial français en 1848 à 1851, avant que se referme la soupape et que pèse lourdement la chape de plomb du Second Empire. À la France coloniale et esclavagiste de 1847 au février 1848,
succède une France impériale qui durcit considérablement sa machinerie coloniale pour recevoir et neutraliser les nouveaux libres qui entrent en scène avec un léger, très léger baluchon contenant simplement leurs espoirs de citoyens. Beaucoup de gens parmi les lecteurs s'imaginent que la période d'abolition de l'esclavage signifie la fin de la colonisation française. Les nègres esclaves qui sont libérés en 1848 ne sont pas libres de leurs mouvements, ce sont des hommes et des femmes colonisés qui naissent, vivent et meurent dans un cadre colonial, une dépendance sans faille. Ce sont des êtres surveillés par toute la machinerie coloniale, mise au point par la France qui s'y connaît en ce type d'entreprise coloniale. Ceci dit, levons les rideaux el telón de boca comme disent les Espagnols et regardons l'entrée en scène des premiers personnages de cette pièce. Dans ce théâtre d'ombre et de lumière s'engage l'avenir de plusieurs populations qui se libèrent de la servitude. Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion. Lemme 2. Le lemme 2 s'est esquissé lui-même précédemment dans le lemme 1, quand il a fallu éclaircir le concept de destruction du système esclavagiste. La première abolition. Le soulèvement des nègres esclaves de la plaine du Nord inaugure, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, un processus de lutte armée dans la colonie française de Saint-Domingue qui débouche sur l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Faut-il préciser clairement que ce sont les nègres de Saint-Domingue qui ont brisé leurs chaînes et démantelé le système d'oppression construit depuis le XVIIe siècle. Le gouvernement français dépêche en novembre 1791 une première commission nationale, Roum, Mirbeck et Saint-Léger, puis en septembre 1792 trois commissaires, Paul Verel, Sonthonhax et Eyot, accompagnés de troupes chargées d'enrayer la propagation de la révolte. Les commissaires décident en août-septembre-octobre 1793 d'abolir l'esclavage pour faire la part du feu. La Convention nationale confirme et généralise la suppression de l'esclavage étendue à toutes les colonies françaises par le décret du 16 Pluviose en 2, 4 février 1794. Cette mesure d'abolition ne concerne pas la Martinique occupée par les Anglais, ni la Réunion où les colons planteurs refusent d'appliquer la loi gouvernementale et chassent les envoyés du pouvoir central. Victor Hugues et Pierre Chrétien, commissaires civils, proclament à leur entrée en fonction en Guadeloupe le 2 juin 1794 l'émancipation des esclaves. Napoléon Bonaparte qui veut reconquérir la colonie de Saint-Domingue et rêve d'édifier un empire colonial associant la Louisiane, les Florides et Saint-Domingue, rétablit l'esclavage en 1802. L'envoi de 2 forces expéditionnaires à Saint-Domingue, vice-amiral Villaret de Joyeuse et général Leclerc puis général Rochambeau, et en Guadeloupe, contre-amiral Bouvet de Précourt et général Richepense, ne parvient pas à restaurer le système colonial dans son intégralité. Seule la Guadeloupe, malgré une héroïque résistance de sa population, doit réintégrer le domaine colonial et se soumettre au joug de l'esclavage. La vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803 et la débâcle de l'armée française à Saint-Domingue marquent la fin des espérances impériales qui seront reprises par le neveu Louis Bonaparte en 1860. La France puissance européenne perd aux Caraïbes en octobre 1803 sa première guerre coloniale, un siècle et demi avant Dien Bien Phu au Vietnam en 1954. Sur la terre haïtienne, dans cette énorme mâchoire prognate, l'armée française a perdu son arrogance et a été sévèrement bastonnée par un contingent de nègres, une armée indigène n'ayant pour tout objectif que celui dicté par la nécessité d'arracher leur liberté et leur indépendance. Ce processus de destruction des systèmes esclavagistes et des circuits de traite négrière se déploie sur tous les territoires de l'espace des Caraïbes, centré sur la Méditerranée des Caraïbes. 1. Proclamation et décision du gouvernement provisoire. 1. Les hommes du gouvernement provisoire. Des journées insurrectionnelles de février 1848, émerge un gouvernement provisoire de 11 membres qui se consacre en priorité à l'élection d'une assemblée constituante. Il siège en séance permanente du 24 au 29 février à l'Hôtel de Ville de Paris. Le gouvernement provisoire se compose, dit la proclamation du 24 février, de MM. Dupont de l'Eure, Lamartine, Crémieux, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Marie, il a pour secrétaire MM. Armand Marrast, Louis Blanc, Flocon et Albert.
Les 4 secrétaires deviennent membres titulaires le 29 février alors que Antoine Laurent PAGNERRE, présent dès la première séance, le procès-verbal porte déjà sa signature, est nommé secrétaire du gouvernement provisoire. Louis Blanc a tenu à s'associer au prolétaire Alexandre Martin, dit l'ouvrier Albert, 1825 à 1895, que la majorité pourtant tente d'omettre dans la liste des péchés au Moniteur. C'est Louis Blanc, méfiant, qui rétablit de sa main le nom d'Albert sur les épreuves du journal. À l'Hôtel de Ville, s'effectue le 24 février la répartition des ministères. Dupont, Deleurs, est nommé président provisoire du Conseil, Lamartine est aux Affaires étrangères, Ledru-Rollin à l'Intérieur, Michel Gouchot aux Finances, remplacé par Louis-Antoine Garnier-Pagès à partir du 5 mars, Arago à la Marine et aux colonies, puis à la guerre où il remplace le baron Jacques Gervais de Subervie le 21 mars, Hippolyte Carnot à l'instruction publique, Eugène Bettemont au commerce, Marie aux travaux publics, Crémieux à la justice. 2. Proclamation du 25 février 1848. La décision de supprimer l'esclavage est prise le 25 février 1848 par les membres du gouvernement provisoire, réunis à l'Hôtel de Ville à 4 heures de l'après-midi. La rédaction d'une proclamation d'émancipation des esclaves des colonies françaises, suivie du texte d'un décret d'abolition, imprimé sur la presse portative de l'Hôtel de Ville de Paris, sont distribués à la foule et envoyés en province. La proclamation et le texte du décret ne sont pas portés au Moniteur universel. Or, sans publication au Moniteur universel, le décret n'existe pas comme loi. Que s'est-il passé? Pourquoi personne, aucun des membres du gouvernement provisoire, ni Lamartine, ni Arago, ni Flocon, ni Louis Blanc n'a songé, n'a veillé à ce que ce texte du décret parvienne au journal officiel? Des membres du gouvernement, resteraient à préciser lesquels, veulent se débarrasser de cette tâche hideuse qui flétrit la République, mais ils pensent que rien ne presse. Ils voudraient laisser la décision finale à l'Assemblée constituante. Nous savons par exemple que Marrast, représentant de colons en France, sera un signataire récalcitrant des décrets d'abolition d'avril. 3. Les premières décisions, 25 au 28 février 1848. François Arago prend possession de son ministère de la Marine le 25 février à 11 heures du matin. Il reçoit une délégation de colons, sans doute alertés par Marrast, Aymar de Jabrin et Eugène Rezet, délégués de la Guadeloupe, accompagnés de SULLYBRUNET de la Réunion. Il s'empresse de présenter l'adhésion de la colonie qu'il représente. 6. Le ministre de la Marine quitte son bureau et rejoint vers 12h30 ses collègues réunis en conseil à l'Hôtel de Ville. Entourés, pressés par la foule qui envahit la place de l'Hôtel de Ville, les membres du gouvernement provisoire adressent des proclamations, décrètent, arrêtent, décident et improvisent dans la confusion. Selon Lamartine, la décision d'abolir est prise le 25 février 1848 dans l'après-midi. Ledru-Rollin, Arago, Lamartine et Louis Blanc, membres de la Société française pour l'abolition de l'esclavage, entreprennent de rédiger une proclamation d'émancipation des esclaves des colonies françaises, suivie d'un décret des abolitions instantanées de l'esclavage des Noirs. Imprimée sur une presse portative, la presse à bras réclamée par Lamartine dès son arrivée le 24 au soir à l'Hôtel de Ville, le texte distribué à la foule et envoyé en province n'aboutit pas au Moniteur universel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.